Bonjour à tous, je m'appelle Olivier Brett, analyste, animateur et descripteur de matchs de foot sur les ondes de RDS, une chaîne de télé sportive au Québec. Également animateur et analyste sur les ondes du 91.9 Sport, une station de radio sportive à Montréal. Et dans une autre vie, j'ai œuvré comme technicien avec le club de MLS de l'Impact de Montréal à titre de directeur des écoles de soccer et entraîneur adjoint avec l'équipe réserve. Le coronavirus, évidemment, qui frappe très fort de ce côté-ci de l'Atlantique, comme en Europe. La MLS, qui avait d'abord annoncé un moratoire de 30 jours sur la compétition, a dû se raviser il y a quelques jours avec l'annonce de Donald Trump qui a suspendu tout rassemblement de 50 personnes ou plus pour une période de 8 semaines. Donc, on s'est aligné avec ça du côté de la MLS. La particularité, évidemment, en Amérique du Nord, c'est qu'on n'est pas en fin de campagne, on est au tout début de la saison, et pas juste pour les circuits professionnels, mais aussi pour le sport amateur. Et ça, au Québec, en ce moment, c'est un énorme casse-tête pour deux raisons. D'abord, sportivement, parce qu'on se demande quand la compétition, les ligues estivales vont pouvoir débuter et si les championnats vont véritablement avoir lieu cet été en 2020. Et l'autre aspect, c'en est un qui est financier parce qu'on était en pleine période d'inscription pour acheter ses licences pour participer avec son club amateur aux compétitions tout au long de l'été 2020. Et là, il y a beaucoup de gens qui ont mis un frein à ce processus-là, ce qui veut dire que les coffres des clubs comme des fédérations de soccer ne sont pas aussi garnis qu'elles le sont généralement à ce stade-ci. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des emplois qui vont devenir très précaires rapidement? Malheureusement, c'est une possibilité. Lors d'une année d'Euro, ou ça peut être la même chose pour la Coupe du Monde, c'est toujours très particulier et assez complexe pour les clubs de MLS de recruter en Europe parce qu'il y a beaucoup des cibles des différents clubs en Amérique du Nord qui ont encore l'espoir de participer à l'Euro. Et c'est là où c'est beaucoup plus complexe de convaincre un joueur de débarquer en MLS au mois de janvier parce que les joueurs se disent généralement « je vais finir la deuxième portion de calendrier parce que si je m'en vais tout de suite en Amérique du Nord, ça va plomber mes chances de participer à l'Euro ». Là, ce qui va être intéressant de voir, c'est ce qui va arriver avec les discussions qui étaient déjà en cours ou avec les joueurs qui se disaient « tu sais quoi, cet été, un passage vers la MLS, ça pourrait être intéressant. » Est-ce que ces joueurs-là, après avoir discuté avec leur club, leur agent, leur famille, vont décider que, oui, ça reste un scénario très intéressant dès 2020 que de partir vers la MLS, ou est-ce qu'au contraire, on va plutôt se dire qu'attendre à la fin de la saison 2021 et de l'Euro 2021, c'est le meilleur scénario? C'est une question très intéressante, mais chose certaine, à mon avis, il y a beaucoup de plans de recrutement en MLS qui viennent tout juste de changer en raison du coronavirus. L'arrivée de Thierry Henry à Montréal, ça a été un moment fort intéressant parce que il y avait un beau mélange de curiosité et d'enthousiasme que je qualifierais de prudent. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ici à Montréal, les médias et les supporters, à peine 2 ans avant l'arrivée de Thierry Henry, se faisaient présenter l'entraîneur qui devait avoir les clés et la recette pour amener le club à un autre niveau. En l'occurrence, Rémi Garde, qui avait une feuille de route qui, sur papier, cadrait parfaitement avec les ambitions du club. Au final, qu'est-ce qui est arrivé? Rémi Garde ne s'est pas rendu au bout de son contrat de 2 ans et a été limogé avec une dizaine de matchs à faire à la saison 2019. Donc tout le monde avait une certaine prudence. Évidemment, si on prend une perspective très Thierry Henry, il y a aussi l'épisode de Monaco qui force tout le monde à être prudent. Mais les constats jusqu'à maintenant, c'est plutôt positif parce que après une préparation où Thierry Henry avait un schéma tactique et des consignes très claires pour ses joueurs qui, au final, n'ont pas très bien fonctionné en préparation, l'équipe avait énormément de difficultés à marquer. Henry a décidé de changer cette animation du jour au lendemain, à quelques heures presque du début de saison, et ça a donné des résultats très intéressants en Ligue des champions CONCACAF comme en championnat. Et le gros constat qu'on fait jusqu'à maintenant, c'est justement celui-là. La vitesse et la fréquence à laquelle Thierry Henry est prêt à s'ajuster, à changer son animation. Personnellement, je m'attendais à quelqu'un d'un petit peu plus romantique de l'époque Arsenal, The Arsenal Way, le tiki-taka du Barça. Je suis très conscient que le foot a beaucoup évolué depuis ce temps-là, mais je m'attendais peut-être à quelqu'un qui allait garder une recette
sur une période plus longue en espérant que finalement le tout prenne dans son équipe, ce n'est pas ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Thierry Henry est très proactif dans ses ajustements et ça donne des excellents résultats. Mais l'Impact de Montréal est un club qui est en reconstruction dans à peu près toutes les facettes de son organisation, que ce soit d'un point de vue business avec l'arrivée d'un nouveau président il y a à peine un an, Kevin Gilmore, qui a pris la barre du club en entier, Joey Saputo, qui avait à l'époque le chapeau de propriétaire et de président, en a laissé un des deux pour se concentrer sur son travail de propriétaire. D'un point de vue organisation sportive, Olivier Renard est arrivé d'Europe il y a quelques mois seulement, à la fin de l'année 2019, donc ce sera sa première véritable expérience en Amérique du Nord. Et pour le coach, Thierry Henry, c'est une première expérience à la barre d'une équipe dès le début, parce qu'on le sait, Henry est arrivé à la barre de Monaco en cours de saison, a quitté en cours de saison également, donc ça fait beaucoup de premières pour une équipe qui, oui, a probablement ce qu'il faut pour faire les séries éliminatoires cette année, mais parler de MLS Cup, de remporter le tout, je pense que c'est un peu prématuré, un peu trop ambitieux, même si une fois qu'on est en série, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais vraiment, l'objectif de MLS Cup, c'en est un qui est important chez l'Impact de Montréal, mais je pense qu'il faut parler des 3 prochaines années plutôt que de l'année 2020. J'ai toujours énormément de difficultés à comparer la MLS à l'Europe quand on me demande de le faire, parce que la première question qui me vient en tête, c'est l'Europe, c'est quoi? Est-ce que c'est la Ligue écossaise, la Ligue irlandaise, la Premier League, Bundesliga, Lituanie? Bref, il y a tellement de contextes et de niveaux différents en Europe, c'est très difficile d'évaluer la chose. Certainement, depuis le début de mon expérience médiatique à la couverture de la MLS, c'était en 2012, lorsque l'Impact est entré dans le circuit, il y a eu un énorme bond qui a été fait vers l'avant dans tout ce qui entoure la Ligue, mais surtout dans le produit sur le terrain. La vitesse du jeu a énormément augmenté, la qualité technique aussi. Donc, ça se rapproche de plusieurs championnats européens. Maintenant, est-ce qu'on peut comparer avec la Bundesliga, la Premier League ou la Liga? Non, je pense qu'on n'en est pas rendu là, mais il y a plusieurs championnats qui sont à court aussi lorsqu'on veut les comparer aux plus grands championnats d'Europe. Le soccer au Québec est un sport qui est énormément pratiqué d'un point de vue amateur. Maintenant, d'un point de vue professionnel, pour attirer des gens au stade, ça reste un défi quand même assez important parce qu'on n'a pas la même visibilité que la Ligue nationale de hockey, par exemple. Ici à Montréal, on a le Canadien de Montréal qui a une énorme tradition au hockey. Bon, ça fait 25 ans qu'ils n'ont pas été champions, mais quand même, l'histoire est là et l'ADN est dans la fabrique de la société québécoise et montréalaise. On n'a pas non plus la même visibilité et les moyens que la NFL ou le baseball aux États-Unis, mais avec le temps, les nouveaux clubs qui arrivent réussissent à créer un engagement, un enracinement rapide avec la communauté. On l'a vu à Los Angeles avec le LAFC, on l'a vu avec Atlanta, et il y a d'autres clubs qui sont arrivés à peu près en même temps que l'Impact de Montréal en MLS. Je pense à Kansas City, Portland, Seattle, tous des clubs qui ont vraiment une belle ambiance dans les stades, qui ont réussi à créer une culture de supporters extraordinaire qui ressemble beaucoup à ce qu'on voit en Europe. Donc c'est faisable, mais ça arrive à des échelons différents d'un marché à un autre. Du côté de l'Impact, évidemment, 3 ans sans faire les séries, ça peut être un peu plomber l'air d'aller des Montréalais pour remplir le stade. Le stade n'a pas été plein sur les 3 dernières années, mais avec un marketing qui est un peu plus percutant cette année et on l'espère de meilleurs résultats sous Thierry Henry, c'est l'objectif d'avoir un stade Saputo plein à toutes les semaines. Au fil des ans, on a pris l'habitude de se plaindre un peu des technologies, mais je vous confirme que c'est pas moi qui s'en plains en ce moment. On essaie de réduire plutôt les déplacements au minimum. Donc, il y a quelques exceptions à la télé où je dois me déplacer en studio parce qu'on doit y être, évidemment, étant donné le médium, mais sinon, c'est très, très limité. Je tente de tout faire via FaceTime, via Skype et les moyens qui sont à notre disposition. Pour écrire des chroniques sur le site web, là, il n'y a pas de problème, on peut le faire à distance. Et pour la radio, c'est un peu le même principe. Mes chroniques et analyses à travers la grille horaire de la semaine, j'arrive à les faire de la maison, au téléphone. Sinon, j'ai une émission que j'anime à chaque semaine de 11h à midi. Les samedis matins, c'est le FC 919. Et là, je me déplace en studio. Je fais une petite exception
à l'isolement, mais mes collègues, eux, ceux qui sont mes invités tout au long de l'émission pendant 1 heure, ben, je leur parle à distance, eux qui sont généralement en studio avec moi.